Regardons maintenant la problématique de la comparaison de chiffres. Et notez qu'on a mis chiffres entre guillemets, car normalement, le terme chiffre est utilisé pour les valeurs entières de 0 jusqu'à 9. Mais en statistique, c'est utilisé plus largement pour indiquer tout résultat d'une étude statistique. Comme dit avant, vous voyez souvent apparaître des chiffres et des comparaisons de chiffres dans les journaux ou dans la presse. Mais quand même, il est très important d'avoir un esprit critique quand vous voyez ces chiffres et de savoir comment les interpréter. Souvent, les chiffres qu'on donne sont des chiffres bruts, mais il est souvent pas possible ou désirable de comparer ces chiffres bruts. Regardons par exemple cet exemple sur l'évolution du Covid en Belgique. Cet exemple est pris du journal Le Soir en octobre 2020. Ce que vous voyez, c'est qu'on a divisé la Belgique, divisé en provinces, et par province, on a donné des chiffres bruts, des chiffres totaux pour le nombre de patients aux soins intensifs, donc en rouge, et le nombre d'hospitalisations en noir. On voit immédiatement que la situation en Bruxelles, Anvers ou Liège est beaucoup plus grave que par exemple en Luxembourg ou Limbourg. La présentation des chiffres bruts, comme on a fait ici sur cette carte, n'est pas problématique en soi. Quand même, comparer les chiffres de cette manière-ci en chiffres bruts pourrait être problématique car c'est fort possible qu'on compare des pommes avec des poires. Donc si on veut comparer la situation entre les différentes provinces, c'est impératif qu'on le fasse sur une base commune et donc qu'on va utiliser des chiffres relatifs. Donc pour comparer les chiffres, ce qu'on va faire, c'est de les reporter sur une base commune et donc on va le mettre en proportion, en pourcentage ou en taux. La proportion va comparer des situations en mettant tout sur une base totale de 1. Le pourcentage utilisera une base égale à 100, tant qu'un taux va utiliser une base qui est une puissance de 10. Donc une base qui est 10 exposant n pour une bonne choix de 10. Regardons maintenant les choses plus en détail. Donc on considère qu'on a une population de n individus, donc n est le nombre total de la population, et prenons une variable qualitative x qui a donc plusieurs modalités et on s'intéresse spécifiquement à une de ces modalités. Pour le faire plus concret, on pourrait s'imaginer que la variable qualitative est le genre d'une personne, donc la population, ce sont les êtres humains. La variable est le genre et il y a donc 3 modalités, masculin, féminin ou autre. Disons qu'on s'intéresse spécifiquement pour la modalité féminin. Donc on va regarder un certain pourcentage ou taux de féminité dans la population. Donc on sait maintenant que la population globale contient n individus, mais on s'intéresse pour le nombre de femmes dans la population. Donc on va regarder la modalité féminine, donc le genre égale à F, et on va calculer l'effectif de cette modalité qui sera M. Ce que nous intéresse maintenant, c'est la relation entre M et N. Donc entre l'effectif pour la catégorie féminin et l'effectif de la population globale. Si maintenant je veux mettre cet nombre n, la population globale, sur base 1, évidemment, je vais diviser par n. Si après, je veux faire la même chose pour l'effectif du genre féminin, donc je vais prendre le m, je veux le mettre en base 1, alors j'effectue la même opération, je divise par n, et cela me donne m divisé par n. J'obtiens donc une fraction m divisé par n individus qui vont correspondre à la modalité féminin. La proportion, donc en base 1, n'est que la division de nombre d'individus qui correspond à cet effectif ce qui nous intéresse, divisé par le nombre total de la population, donc le m divisé par n. Évidemment, par définition, une proportion est toujours entre 0 et 1, donc ou bien il n'y a pas de femmes, donc je divise 0 par n, ça me donne 0,
Ou bien, à l'autre extrémité, toute la population qu'on regarde est féminine, et donc on divise n par n, et donc on obtient une proportion de 1. Donc une proportion toujours entre 0 et 1. Retournons à notre exemple et regardons par exemple la province de Liège. On a donc les chiffres bruts pour le nombre de patients aux soins intensifs et le nombre d'hospitalisations. Si je veux le mettre en proportion, j'ai besoin du nombre total de la population de Liège. Et donc, disons que c'est N Liège, donc le nombre de personnes qui habitent en Liège. Avec cette information supplémentaire, je sais calculer la proportion des habitants de Liège qui se trouvent aux soins intensifs. Donc, je divise 33 par N Liège. Et je sais calculer la proportion d'hospitalisation. Donc, je divise 173 par N Liège. Imaginons maintenant qu'on veut comparer deux filières et qu'on veut regarder la féminité dans chaque des filières. Disons qu'on a une filière A où il y a 25 jeunes filles et une filière B où il y a 10 jeunes filles. Clairement, il y a plus de jeunes filles dans la première filière A, mais pour comparer ces filières, on a aussi besoin d'un nombre total des étudiants par filière. Disons que dans la première filière, il y a 100 étudiants et en filière B, il y a 20 étudiants. Maintenant, on voit que comparativement à la masse totale des étudiants par filière, il y a plus de jeunes filles dans la filière B que dans la filière A. Pour quantifier cette quantité plus de filles, on peut calculer la proportion. Donc pour filière A, il y a 25 jeunes filles sur 100 étudiants, donc une proportion de 1 sur 4. Pour la filière B, c'est 10 divisé par 20 et donc la proportion est 0,5 Donc pour filière A, un étudiant sur 4 est une fille. Pour filière B, un étudiant sur 2 est une fille. Ça permet donc effectivement d'avoir cette base commune sur un individu. Un quart est une jeune fille en filière A et un demi est une jeune fille en filière B. Dans la vie quotidienne, on parle plutôt souvent de pourcentage au lieu de proportion. Donc l'idée est la même, mais on va mettre tout en base 100. Donc on ne va pas regarder la proportion par individu, mais on va voir la proportion par 100 individus. Pour passer de 1 individu à 100 individus, on doit donc multiplier avec 100. Et pour la proportion, on va faire la même chose. On avait m divisé par n. Pour passer sur base 100, donc sur 100 individus, on multiplie m divisé par n aussi par 100. On a donc retrouvé la définition du pourcentage. On prend le nombre total ou l'effectif du groupe d'intérêt, M. On le divise par l'effectif de la population totale, N, et on le multiplie avec 100. Donc, dès qu'on connaît la proportion, on doit multiplier la proportion avec 100 pour trouver le pourcentage. Et donc, dans notre langage courant, on va plutôt dire que dans la filière A, il y a 25% de jeunes filles et dans la filière B, il y a 50% de jeunes filles. Vous avez donc compris l'idée. Et donc, si je ne veux pas parler ou sur base 100, mais sur une autre base, par exemple une base de 1 million, je vais faire la même chose. Pourquoi je voudrais par exemple exprimer quelque chose sur base 1 million? C'est possible qu'on a un événement très rare et si je l'exprime en pourcentage, je trouverai un pourcentage de 0,003%. Donc ce sont des valeurs qui ne sont pas directement intuitivement compréhensibles et donc on veut l'exprimer d'une autre manière pour vraiment indiquer que c'est un événement très rare. Et donc on pourrait passer sur d'autres bases, de base 10 exposant n, avec un n bien choisi. Donc on va faire la même chose pour passer de 1 individu à 10 exposant n. On doit multiplier avec 10 exposant n. Et donc on doit aussi multiplier la proportion m divisé par n par cet même facteur. De cette manière, on trouve le taux en base 10 exposant n. Pour le taux, on doit donc spécifier la base qui est typiquement de la forme 10 exposant n. Si vous prenez n égale à 0, donc 10 à la puissance 0, c'est 1, vous retrouvez la proportion.
Si vous prenez n égale à 2, 10 à la puissance 2, c'est 100, vous retrouvez le pourcentage. Un taux est donc intéressant à utiliser si on veut utiliser une base plus large. Regardons comme exemple l'évolution du Covid au cours des semaines pour les provinces wallonnes. Ces chiffres et ces graphiques sont obtenus de Sciensano, donc l'organisme qui suit l'évolution ou qui suit le développement de Covid en Belgique. À gauche, vous voyez l'évolution en termes bruts, donc en chiffres bruts. Là, vous voyez que certainement entre les semaines 11 et 19, c'était Liège qui était en tête, suivi d'assez près de Hainaut. Vous voyez aussi que les autres provinces se trouvaient assez loin des valeurs de Liège et de Hainaut. Par contre, si vous regardez à droite l'évolution en termes de taux, et ici on a calculé un taux par 100 000 habitants, donc vous voyez qu'il y a des changements dans les curves. Visiblement, la province de Liège reste assez haut, mais vous voyez aussi que pour le Hainaut, les différences avec Namur et le Brabant wallon sont moins prononcées. À droite, on voit donc si on tient compte de la masse des individus au sein de chacun des provinces, la comparaison va changer vis-à-vis de la comparaison à gauche où on a utilisé les chiffres bruts. Il est donc vraiment très important que si vous comparez des chiffres, que vous faites sur une base commune, donc que vous comparez des chiffres relatifs et pas des chiffres bruts. Le choix de la base n'est pas toujours évident. Le base dans le média est souvent un base 100, donc on parle en pourcentage, mais pour des événements plus rares, moins fréquents, on va utiliser des bases plus hauts, par exemple 10 000, 100 000 ou 1 million. Ce choix de base va dépendre souvent du domaine et des habitudes qui sont présentes dans ce domaine. Comparer les chiffres relatifs est donc un pas dans la bonne direction. C'est une bonne première étape à faire, mais ce n'est pas suffisant. Si on veut comparer deux situations, on doit aussi être sûr que la collection des données s'est faite de même façon. L'année passée, avec le Covid, on a souvent vu des comparaisons entre les pays de l'Union européenne, mais il faut se rendre compte que le comptage des cas Covid et des décès Covid se faisait de manière très différente entre les pays. Même si on ignore les pays qui n'étaient pas transparents ou on pourrait suspecter de la fraude, il y a encore des différences entre les pays. Ici, on voit que le Royaume-Uni a succédé à baisser leur bilan de décès simplement par utiliser une nouvelle méthode, une autre méthode de comptage. En effet, leur premier comptage de décès était probablement assez exagéré, car à ce moment-là, tout patient qui a été testé positif et qui décédait le mois qui suivait son test positif, il a été compté comme mort du Covid, même si son mort n'avait rien à voir avec le Covid, comme par exemple dans un accident de voiture. Son mort n'avait rien à voir avec le Covid, mais quand même, il était comptabilisé comme étant mort du Covid. Si on regarde les chiffres qui sont donnés dans la presse, il est très rare qu'ils disent aussi comment les données sont collectées ou comment ils sont obtenus, ces chiffres. Par conséquent, on ne sait pas nécessairement si les chiffres rapportés pour le Royaume-Uni et la Belgique sont vraiment comparables si on ne sait pas comment la collection des données s'est faite. Donc, avant on peut accepter des comparaisons basées sur les chiffres relatifs, on doit s'assurer que les conditions de collecte des données sont similaires, c'est-à-dire avec les mêmes spécificités, la même rigueur et les mêmes décisions. Mais ce n'est pas tout. Il peut qu'il existe des causes extérieures qui peuvent expliquer certains chiffres. Revenons par exemple au nombre d'hospitalisations dans les différentes provinces. Le nombre d'hospitalisations est certainement lié au nombre de personnes infectées dans la province, mais très probablement aussi lié au nombre de places disponibles dans les hôpitaux du région. Si vous vous souvenez, à un certain moment, on a commencé à transférer des patients de Liège aux provinces voisines. Ces provinces donc voient leur nombre d'hospitalisations augmenter sans que cela concerne finalement des personnes de cette province même. Il est donc important,
Lorsque vous avez l'impression de voyer apparaître des liens ou des explications entre des comparaisons, de se demander s'il n'y a pas d'autres facteurs qui pourraient aussi expliquer des chiffres plus élevés ou moins élevés. Ne pas tenir compte d'éléments explicatifs potentiels, peut-être c'est même caché, donc les éléments ne sont pas toujours triviaux, mais c'est une erreur qui se fait assez souvent. Cette erreur se ne fait pas seulement dans la vie quotidienne comme dans la presse, mais aussi dans la littérature ou la recherche. Dans l'exemple suivant, on va voir que l'oubli de ces éléments qu'on appelle des facteurs confondants, ça pourrait mener à des paradoxes, donc le paradoxe, ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson. Vous verriez que ce n'est pas vraiment un paradoxe, mais que le résultat s'explique car on n'a pas pris certains facteurs en compte. Imaginons qu'une entreprise publique lance une procédure de recrutement. Après la procédure de recrutement est complétée, on obtient la table que vous voyez ici sur le slide. Et cette table est reportée dans la presse et ça cause un grand scandale car apparemment il y a une discrimination en fonction du genre. Si on regarde le tableau, on voit qu'il y a deux genres, hommes-femmes, donc les hommes et les femmes. La première colonne donne le nombre total de candidats ou candidates qui ont postulé pour les postes, donc 2175 hommes et 849 femmes. Parmi les candidats hommes, donc de ce 2175, 1025 personnes ont été engagées. Et pour les femmes, 261 femmes sont engagées sur un total de 849. Le taux de succès pour les hommes est donc 1025 divisé par 2175, ce qui nous donne une proportion de 0,47 ou un pourcentage de 47%. Pour les femmes, si on fait le même calcul, on trouve qu'il y a un pourcentage de succès de 30,7%. On voit donc que le pourcentage de succès pour les femmes est plus bas que le pourcentage de succès pour les hommes. On a donc l'impression que le taux de succès a été biaisé en faveur des hommes. Naturellement, une organisation publique ne peut pas défendre cette discrimination et donc il va directement répondre avec le fait que ce n'est pas le cas. Et en plus, l'organisation dit même que s'il y a une discrimination, c'est plutôt une discrimination en faveur des femmes. Pour défendre cette déclaration, l'entreprise donne les chiffres par département. 4 départements étaient impliqués dans ce processus d'engagement et le tableau ici reprend les chiffres détaillés. Commençons par regarder le premier département. Pour ce département, il y était 825 candidats hommes et 108 candidats femmes. De 825 hommes, 512 ont été engagés, ce qui donne un pourcentage de succès de 62,1%. Pour les femmes, 108 femmes, dont 89 sont engagées, ce qui donne un pourcentage de succès de 82,4%. Vous donc voyez que pour le premier département, le taux de succès pour les femmes est beaucoup plus important que le taux de succès pour les hommes. Poursuivons l'analyse et regardons département 2. Donc on ne va pas refaire tous les calculs à chaque fois, mais on va directement sauter au résultat et nous voyons de nouveau que le taux de succès pour les femmes ou la proportion de succès pour les femmes est plus haut que la proportion de succès pour les hommes. L'écart entre les deux est plus faible, c'est moins extrême que pour le premier département, mais néanmoins, c'est encore en faveur des femmes. Pour le troisième département, c'est la même histoire. Là, 34,9% des femmes a été engagées et 33% des hommes. Et passons maintenant au département 4. Là, on voit qu'il y a très peu de gens qui ont été engagés, donc il y était très peu de places. Mais quand même, on voit clairement que la proportion de succès pour les femmes est plus haute que la proportion de succès pour les hommes. Donc, si je regarde les chiffres département par département, je pourrais dire qu'il y a probablement un biais en faveur des femmes. Mais par contre, si je regarde l'entreprise en global, en total, j'ai la réponse inverse. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson. C'est un paradoxe qui mène à une conclusion pour
la globalité des individus, donc sur la population totale, et à l'inverse de cette décision si on regarde les sous-populations de cette population totale. Donc, comment expliquer cette problématique, ce passage d'une décision à l'autre, selon on regarde sur niveau de l'organisation ou niveau des départements? La raison est que le comportement des départements est différent. On voit que dans le département 1 et 2, le taux de succès est assez haut. Il y était beaucoup plus de places et donc beaucoup plus de candidats a été engagés et donc ça mène à des taux de succès beaucoup plus favorables pour les hommes autant que pour les femmes. Par contre, pour les départements 3 et 4, les places étaient beaucoup plus limitées et on a donc dû faire un tri beaucoup plus important pour les hommes et pour les femmes. Comment ça se fait maintenant que le taux de succès pour les hommes est plus favorable que le taux de succès pour les femmes sur le niveau de l'entreprise? Si on regarde le nombre de femmes qui ont postulé, on voit que la plupart des femmes ont postulé pour les postes dans le département 3 et 4. Et seulement assez peu de femmes ont postulé pour le département 1 et 2. Environ 85% des femmes ont postulé pour les places département 3 et 4 et que 15% ont postulé pour les deux premiers départements. Et pour les hommes, on voit le comportement inverse. La plupart des hommes ont postulé pour département 1 et département 2. Donc pour les deux départements où c'est visiblement plus facile à être engagé. Pour cette raison, on voit des décisions différentes sur le niveau global et le niveau par département. Pour cette analyse, il fallait donc tenir compte du politique de recrutement par département et du comportement des candidats et des candidates par rapport à ces candidatures dans les différents départements. Vous voyez donc ici, c'était très important d'avoir une image complète avant de tirer des conclusions. Regardons maintenant comment caractériser une évolution dans le temps. Pour illustrer cette évolution temporelle, on reprend les résultats du sondage RTL Info le soir d'octobre 2020. À gauche, vous voyez les résultats des élections, donc les résultats, les vrais résultats des élections. Donc, c'est une sorte de recensement car tout le monde a dû voter et donc on a le résultat basé sur toutes les votes. À droite, vous voyez les résultats du grand baromètre de RTL Info. Donc RTL Info a pris un échantillon de personnes qui pouvaient voter et il a leur demandé leur intention de vote. Donc le but était de voir si le comportement de vote avait changé pendant la crise Covid ou pas. Donc à gauche, les résultats pour les élections fédérales, donc des résultats sur toute la population de voteurs. Et à droite, les intentions de vote en 2020, donc pendant la crise Covid, est basée sur un échantillon de voteurs. Donc vous voyez les résultats globaux, donc les pourcentages par parti. Ces pourcentages sont mis au-dessus des barres. Et dans chaque barre, en petit, vous avez des valeurs qui sont du style -5, -1,3, +5,1. Ces chiffres sont la différence entre les résultats observés pendant les élections fédérales et les résultats obtenus selon le sondage. Donc pour le Parti socialiste, on avait 26,2% pendant les élections et maintenant le grand baromètre dit que les intentions de vote pour le PS reviennent à 21,1%. Tenant en tête que les pourcentages que vous voyez ici sont des pourcentages arrondis, cela revient à une perte d'environ 5%. Ce que vous voyez ici, c'est donc un résultat brut, ce qui est la différence entre le résultat pendant les élections fédérales et le résultat qui vient du sondage. Si on continue, on voit que MR va de 21,4% à 19,2%. Donc, de nouveau, ce sont des chiffres approximatifs. C'est moins 1,3%. Pour le PTB, on voit qu'il est passé de 13,7%
à 18,9%. Et donc, il y a une augmentation de environ 5,1%. Donc, les résultats rapportés ici sont des résultats bruts qu'on a obtenus en prenant la valeur finale, donc la valeur du grand baromètre, moins la valeur initiale, donc la valeur des élections fédérales. On a donc ici une différence brute entre les pourcentages. Dans ce cas-ci, c'est pertinent de calculer les différences brutes, car si on voit qu'un parti a ou gagne dans le pourcentage de vote, il doit être un autre parti qui perd des votes. Les différences brutes vont donc s'annuler. Ça veut dire que si pour un certain parti, il y a une augmentation de vote, on doit avoir une diminution de vote de même taille divisée sur les autres parties. Donc, la somme des différences brutes sera égale à 0. Mais on doit bien se réaliser que la plupart du temps, on a envie de caractériser l'évolution dans le temps par rapport à la situation initiale. Prenons par exemple ici une ligne du temps. Commençons à un certain temps initial qu'on fixe sur cette ligne du temps et intéressons-nous à un certain temps final. Disons qu'au temps initial, on a déposé 100 € sur un compte d'épargne et regardons après un certain temps, par exemple 1 an, 5 ans, ce qui est devenu de ces 100 €. Supposons qu'au temps final, il y a 110 €. Si on fait la différence brute, donc on prend la valeur finale et on soustrait la valeur initiale, on voit que j'ai gagné 10 €. Regardons un autre exemple où au temps initial, j'ai investi 10 000 € et au temps final, je me retrouve à 10 010 €. C'est facile à voir que la différence entre la somme initiale et la somme finale est de nouveau 10 €. Donc, sur le temps, j'ai gagné 10 € sur l'investissement. Je pense que vous êtes tous d'accord. Si je dois choisir comme investisseur entre banque A qui me donne 10 € sur un investissement initial de 100 € ou la banque B qui me donne 10 € de plus sur un investissement initial de 10 000 €, je vais choisir la banque A. Cette banque va me donner l'augmentation la plus importante par rapport à mon investissement initial. On va donc relativiser ce gain de 10 €, ce gain brut de 10 € à la valeur initiale. Ici, on a fait le raisonnement sur une variable quantitative qui était l'argent déposé dans la banque, mais on peut faire la même chose pour les pourcentages. Donc, reprenons cette ligne de temps avec le temps initial et le temps final et regardons maintenant le part du marché de jouets pour une marque spécifique, disons Mattel. Et on pourrait s'intéresser à l'évolution pour Mattel, donc l'évolution du part de marché de Mattel entre la situation de l'année passée et maintenant. Supposons que la part de marché de Mattel l'année passée était de 82% et que ce part de marché est passé à 80% maintenant. Si vous faites la différence, vous voyez qu'il y a une diminution de 2%. On voit donc que Mattel a perdu un peu du part de marché, mais ce n'est pas assez pire que le marque X qui passe de 4% l'année passée à 2% pour cette année-ci. En effet, la différence brute est de nouveau moins 2%, mais clairement, cette perte est beaucoup plus grave, beaucoup plus importante pour marque X que pour la marque Mattel. Donc Mattel a passé de 82% à 80% et a donc encore une grande partie de la marché, tandis que marque X a perdu la moitié de sa part de marché. Donc pour être capable de comparer les changements en partie de marché, on doit relativiser cette perte brute par rapport à la valeur initiale. Pour faire cela, on va utiliser le pourcentage de variation. Pour le calculer, on va calculer la différence brute. Donc, on va calculer la valeur finale moins la valeur initiale et le mettre dans le numérateur. Mais cette fois-ci, on va relativiser cette différence brute
par rapport à notre point de départ, donc on va diviser par la valeur initiale. Et après, pour le mettre en pourcentage, on va encore le multiplier avec 100 pour être sûr que c'est une valeur entre 0 et 100. Donc la valeur initiale, c'est bien la valeur que la variable ou le pourcentage prenait au temps initial. La valeur finale, c'est la valeur qu'on a observée au temps final. Si dans un premier temps, je me restreins à des variables positives, donc c'était le cas pour nos deux exemples, à ce moment-là, on peut interpréter le signe. Donc si la variable est positive, le dénominateur va être toujours positif et donc le signe du pourcentage de variation va nous permettre de caractériser le caractère croissant ou décroissant de la quantité observée. Si le signe est négatif, ça veut dire que la valeur finale est plus petite que la valeur initiale, donc il y a une diminution de la variable. Et si le pourcentage de variation est positif, ça veut dire qu'il y a une augmentation de la variable. Cette augmentation ou cette diminution est toujours relative à la valeur initiale. Pour illustrer le pourcentage de variation, regardons les deux exemples suivants. Le premier exemple est basé sur une variable statistique quantitative. Le deuxième exemple est basé sur des pourcentages. Le Soir a publié un article sur l'évolution du prix de pommes de terre et dans cet article était marqué que en juin 2018, le prix pour 1 kg de pommes de terre était 1,24 € et un an plus tard, en juin 2019, le prix avait augmenté jusqu'à 1,52 €. Dans ce cas, la situation initiale est le prix en juin 2018. La situation finale, c'est le prix par kilo en juin 2019. Calculons maintenant le pourcentage de variation pour le prix d'un kilo de pommes de terre entre juin 2018 et juin 2019. Donc on prend la valeur finale, 1,52, on soustrait la valeur initiale, 1,24, et on divise par la valeur initiale, de nouveau 1,24. Et après, je multiplie naturellement avec 100 pour le mettre en pourcentage. Si on fait le calcul, on trouve un pourcentage de variation de 22,6%. Donc, en un an, le prix d'un kilo de pommes de terre a augmenté avec 22,6%. Faisons maintenant le même calcul pour la part de marché des jeux vidéo dans les ventes de jouets. En 2008, le jeu vidéo avait un part de marché de 37,5%, donc c'est la valeur initiale en 2008, et la valeur finale en 2010 est égale à 33,1%. Donc calculons le pourcentage de variation entre 2008 et 2010. Donc le temps initial est 2008, le temps final est 2010, et après on prend les pourcentages et on les met dans la formule. Donc au numérateur, on calcule la différence entre le pourcentage final, 33,1, et le pourcentage de départ, 37,5, et on relativise par rapport au pourcentage initial. De nouveau, je multiplie avec 100 et on trouve une valeur de moins 11,7%. On obtient donc une valeur négative, ce qu'on expectait, car on a vu qu'il y avait une diminution de la part de marché des jeux vidéo. En termes absolus, il y a donc une diminution de 4,4%, mais en termes relatifs, on voit que les jeux vidéo ont perdu 11,7% de la part de marché. On vient de définir le pourcentage de variation en supposant que la valeur initiale ou la variable quantitative est positive ou qu'on utilise des pourcentages qui sont par définition positifs. Mais quoi faire quand la valeur initiale est négative? Regardons d'abord l'exemple. Supposons qu'il y a une entreprise qui a en début d'année un chiffre d'affaires de moins 200 000 €. Les choses ne tournent pas bien et donc on change le PDG et on espère d'améliorer le chiffre d'affaires.
Et c'est réussi. Fin d'année, le chiffre d'affaires est devenu 200 000 euros. Pour ce problème-là, la valeur initiale est moins 200 000 euros. La valeur finale est 200 000 euros. Et on peut maintenant calculer le pourcentage de variation. Le pourcentage de variation sur l'année est la valeur finale, 200 000, moins la valeur initiale, donc moins 200 000, divisé par la valeur initiale de moins 200 000 euros. Et finalement, multiplié avec 100 pour obtenir un pourcentage. Le numérateur, donc l'écart entre la valeur finale et la valeur initiale, vaut 400 000 euros. Et donc le pourcentage de variation, si on le calcule avec la première formule, nous donne moins 200%. Donc le pourcentage de variation me dit qu'il y a une perte de 200% sur le chiffre d'affaires, tandis que si on regarde les chiffres bruts, on voit que le chiffre d'affaires a augmenté de moins de 200K jusqu'à 200K. Donc il y a une augmentation, un gain pour l'entreprise. Pourquoi maintenant la valeur du pourcentage de variation est négative? Si on regarde la formule en détail, le numérateur, donc l'écart entre valeur finale et valeur initiale, ça me donne 400K, donc ça me donne une valeur positive. Cet écart donc indique s'il y a un gain ou une perte, s'il y a une augmentation ou une diminution entre valeur finale et valeur initiale. Et donc c'est le signe de cet écart qui est important pour trouver le signe du pourcentage de variation. Mais dans la formule, on divise encore par la valeur initiale. Ici, cette valeur initiale est négative. Pour trouver le signe correct du pourcentage de variation, on veut donc annuler l'influence du signe de la valeur initiale. Et donc, on ne va pas diviser par la valeur initiale, mais par la valeur absolue de la valeur initiale. Donc, le moins 200 000 devient plus 200 000 et le pourcentage de variation sur l'année est égal à 200%. Donc, en changeant la formule un petit peu, on trouve le pourcentage de variation correct. On trouve qu'il y a une augmentation du chiffre d'affaires et cette augmentation est de 200%. Donc, pour des variables qui peuvent prendre des valeurs négatives, on va définir le pourcentage de variation comme la valeur finale moins la valeur initiale, mais divisé par la valeur absolue de la valeur initiale. Remarquons que cette formule est valable globalement, car si la valeur initiale est positive, la valeur absolue de cette valeur est la valeur même, et donc on retrouve simplement la formule du slide précédent. Souvent, on va utiliser le pourcentage de variation pour caractériser une évolution temporelle, mais on peut avoir une application plus large de ce coefficient de variation. On peut aussi l'utiliser pour caractériser le comportement d'une variable par rapport à une valeur de référence. Pour notre exemple, on va le comparer d'une manière spatiale. Donc, je vais comparer la valeur d'une même variable qu'on a obtenue dans deux localisations différentes. Regardons par exemple le prix d'un litre d'essence du type Super 98 et on va comparer ce prix au Grand-Duché du Luxembourg avec le prix à Liège. Pour trouver les prix d'essence, on a regardé sur le site carbu.com et on a pris les prix au 17 octobre 2020. Ce jour-là, on pourrait trouver une pompe dans la province de Liège où un litre d'essence du type Super 98 coûtait 1,301 € par litre. Et au même moment, au Grand-Duché du Luxembourg, on pourrait trouver un litre de même type d'essence à 1,155 € par litre. Imaginons que maintenant je veux déterminer à quel point Liège est cher par rapport à un prix de référence et on prend comme prix de référence le prix de Luxembourg. Cette valeur, le 1,155, va donc jouer le rôle de la valeur initiale. C'est cette valeur par rapport à laquelle je veux comparer et maintenant je peux calculer le pourcentage de variation. Donc le pourcentage de variation entre le Luxembourg et Liège va nous donner la valeur finale. La valeur finale, c'est le prix à Liège, donc 1,301,
moins le prix de référence ou le prix initial de 1,155 divisé par cette même valeur de 1,155. Après, je multiplie avec 100 pour avoir un pourcentage et si je fais le calcul, je trouve que c'est 12,64%. Ceci veut donc dire que le prix d'un litre d'essence du type Super 98 à Liège est 12,64% plus cher par rapport à le prix de référence, donc le prix au Grand-Duché du Luxembourg. On pouvait aussi faire un autre raisonnement et essayer de regarder à quel point le prix de Luxembourg est plus avantageux que le prix à Liège. Pour faire ce calcul, le prix de référence sera le prix à Liège et donc on peut calculer le pourcentage de variation étant 1,155 moins 1,301 divisé ou relativisé par rapport au prix initial, donc le prix de référence, celui à Liège 1,301 et on multiplie avec 100. Le numérateur est négatif vu que le prix à Luxembourg est moins que le prix à Liège et si on fait le calcul, on trouve un pourcentage de variation égal à moins 11,22%. Donc, par rapport au prix d'essence à Liège, le prix d'essence à Luxembourg est 11,22% moins cher. On voit donc que ce pourcentage de variation peut être utilisé assez largement, pas seulement pour faire des comparaisons temporelles, mais aussi pour faire des comparaisons spatiales. Finalement, il est important que vous vous souvenez que les pourcentages qui se cumulent pendant le temps, ils ne se cumulent pas par une somme, mais par un produit. Supposons qu'on a une variable statistique x, et cette variable va évoluer au cours du temps. Prenons 3 temps d'intérêt, le temps t0, le temps t1 et le temps t2. Supposons que la variable x prend une valeur x0 au moment t0, une valeur x1 au moment t1 et une valeur x2 au moment t2. Je peux évidemment calculer le pourcentage de variation entre x0 et x1. On va noter ce pourcentage de variation avec R1%, R1 qui pourrait être positif ou négatif. La variation de la variable x entre t0 et t1, donc pour la première période, est donc égale à R1% si on le relativise avec la valeur initiale x0. Et on peut faire la même chose pour la deuxième période, donc de T1 à T2. On peut calculer aussi un pourcentage de variation qu'on va appeler R2%. Maintenant, on peut aussi se demander comment évolue la variable x entre T0 et T2. Donc, quel est le pourcentage de variation entre le temps T0 et le temps T2? Beaucoup de personnes ont dans ce cas tendance de additionner les deux pourcentages de variation, donc le R1% et le R2%, mais ce n'est évidemment pas la bonne opération. Pour démontrer, on va faire le calcul en détail. Pour la première période de T0 à T1, on peut calculer le pourcentage de variation. Donc on sait que R1% est égal à la valeur finale, donc x1, moins la valeur initiale x0, relativisé par rapport à x0 et tout ça multiplié avec 100 pour mettre en pourcentage. Ou encore, R1 divisé par 100 est égal à x1 moins x0 divisé par x0. Ou R1 fois x0 divisé par 100 est x1 moins x0. Et finalement, on peut écrire x1 aux fonctions de la reste. Donc x1 est égal à x0 plus R1 divisé par 100 fois x0. Ce qu'on peut aussi écrire comme 1 plus R1 sur 100 multiplié par x0. On peut faire le même calcul pour la deuxième période, donc la période T1 jusqu'à T2. Donc pour cette période-là, R2 est égal à x2 moins x1 divisé par x1 fois 100. On fait le même calcul et on trouve que x2 est égal à 1 plus R2 divisé par 100 fois x1. Si maintenant on combine les deux résultats, on trouve x2 en fonction de x0. Donc x2 est égal à 1 plus R2 sur 100
fois x1. Et là, on va substituer x1 par son expression 1 plus R1 sur 100 fois x0. On a maintenant une expression qui va lier x2 avec x0, mais c'est quoi exactement ce terme-là? Faisons le calcul en utilisant la distributivité, donc on va le multiplier membre à membre. Si on fait ces multiplications, on trouve que cette expression est égale à 1 plus R1 sur 100 plus R2 sur 100 plus R1 fois R2 sur 100 fois 100. Dans ce terme, on voit apparaître la somme des deux taux de variation, donc le R1 sur 100 plus R2 sur 100, mais il y a encore un autre terme. Il y a le terme multiplicatif R1 fois R2 sur 100 fois 100. Donc, x2 est égal à 1 plus R1 plus R2 sur 100 plus R1 fois R2 sur 100 au carré fois x0. Dans cette expression, on voit donc la somme des deux pourcentages de variation, mais il y a aussi un effet multiplicatif des deux taux de variation qu'on doit prendre en compte pour pouvoir trouver l'évolution de la variable x du temps initial t0 au temps final t2. C'est vraiment important de garder en tête lorsqu'on a des cumuls de pourcentages au cours du temps qu'il y a un effet multiplicatif entre les taux ou les pourcentages de variation. Si vous regardez les calculs qu'on a fait, c'est logique qu'on obtient cette formule-là, mais cette formule n'est pas toujours bien comprise ou bien exploitée dans les médias. Pour illustrer que des pourcentages ne sont pas toujours bien manipulés, je vous invite de regarder les deux vidéos que j'ai mises sur eCampus. La première vidéo est un extrait du GT de la RTBF sur le salon Auto 2018 et on interrogeait un spécialiste sur le nombre de personnes qui finalement préféraient de louer une voiture au lieu d'acheter. La deuxième vidéo vient du GT de France 2 où le problème est plutôt un problème de cumul de pourcentage. Donc, avant de continuer cette vidéo-ci, le cours, je vous invite de regarder les deux vidéos et de réfléchir sur où se trouvent les fautes dans la manipulation des pourcentages. Parlons d'abord de la première vidéo, donc la vidéo du GT RTBF qui a été tournée en janvier 2018. Cette vidéo parle du leasing et si on écoute attentivement, on sait que l'année précédente, donc en 2017, 10 000 personnes ont fait appel à ce service. Et après, la personne interrogée déclare que l'année précédente, donc en 2016, il y était 7 000 personnes qui faisaient ou qui utilisaient le leasing. Et regardant ces chiffres, la personne en conclut qu'il y a une augmentation de 30%. Le problème ici est que cette personne, il a confondu les valeurs finales et initiales. La valeur finale, c'est la valeur en 2017, tandis que la valeur initiale est la valeur en 2016. Si maintenant on utilise ces informations pour calculer le pourcentage de variation entre 2016 et 2017, on a comme d'habitude la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale, donc le 7000, et pas la valeur finale comme cette personne a fait. Et donc on divise par 7000 et on multiplie tout ça avec 100. Si on fait ce calcul-là, on trouve que l'évolution n'est pas de 30%, mais c'est une évolution, une augmentation de 42,85%. Dans la vidéo, on a donc confondu la valeur finale et la valeur initiale et on a divisé par 10 000 au lieu de diviser par 7000. Prenons maintenant le JT de France 2. Dans cette vidéo, on a vu une problématique de cumul de pourcentage. Dans la vidéo, on ne nous donne pas les valeurs exactes de la variable, mais on nous dit que la valeur de la variable a augmenté de 6% entre 2012 et 2013. Entre 2013 et 2014, de nouveau plus 6%. Entre 2014 et 2015, de nouveau plus 6%, et ainsi de suite pendant 5 années. Apparemment, on a la même évolution
pendant 5 années. Et la personne, on conclut qu'on a une augmentation de plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, donc de plus 30% entre 2012 et 2017. Il a donc supposé qu'on peut cumuler ces différents pourcentages de variation entre 2012 et 2017 par les additionner et, comme on a vu, ce n'est pas correct. Nous savons que x1 est égal à 1 plus le pourcentage de variation, donc 6, divisé par 100 fois x0. Après, on a aussi une augmentation de 6% entre 2013 et 2014, donc x2 sera 1 plus 6 sur 100 fois x1, et toutes les autres variations sont de même type. Donc finalement, je trouve que x5 est égal à 1 plus 6 divisé par 100 fois x4. Et donc, si je combine toutes ces expressions, je trouve que x5 est 1 plus 6 sur 100 exposant 5 fois x0. Si on calcule 1 plus 6 sur 100 exposant 5, on trouve que c'est égal à 1,3382. Ou encore 1 plus 33,82 divisé par 100. Et donc, l'augmentation sur ces 5 ans, en réalité, est 33,82% et pas 30% comme il disait. Ceci termine le premier chapitre sur les notions de base. Nous avons défini ce qui est une population et un échantillon en statistique. On a parlé de différents types de variables statistiques, donc qualitatifs et quantitatifs, discrets ou continus, ainsi que des échelles de variables. Et on a fini avec une discussion sur la comparaison de chiffres, donc comment comparer des quantités comparables, comment déterminer une évolution temporelle ou spatiale à l'aide du pourcentage de variation, et on a vu les règles de cumul pour les pourcentages.